Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Il est 11 heures. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Les organisateurs du concours Capitale française de la biodiversité vous proposent un cycle de webinaires pour partager les actions exemplaires issues des différentes éditions du concours et aussi préparer l'édition 2021. Suite au succès du premier webinaire de cette série, nous inaugurons pour ce webinaire un nouveau système qui nous permet de doubler la capacité d'accueil de la salle pour atteindre 500 participants. Nous espérons que vous aurez une bonne expérience et en tout cas, vos retours d'utilisateurs seront précieux pour nous. Alors, ce deuxième webinaire a comme thème celui de la gestion et du suivi de la biodiversité, qui est le deuxième axe du concours Capitale française de la biodiversité. Comment mener une gestion écologique des espaces urbains, à commencer par les espaces verts, mais aussi des espaces naturels, des forêts, des espaces agricoles ou du littoral. Comment mesurer les résultats et comment orienter finement la gestion. Comment partager aussi ses connaissances et puis les choix avec les spécialistes, les experts, les agents et aussi avec le grand public. Donc nous allons avoir 3 interventions pour aborder ces questions avant de passer à un temps d'échange. Tout d'abord, un panorama d'action par Gilles Lecuir de l'ARB, l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France. Panorama d'action issu du concours 2010-2020. Ensuite, nous aurons le retour d'expérience de Samuel Lelièvre, directeur biodiversité et espaces verts de la ville de Besançon, qui a été la capitale française de la biodiversité en 2018, justement sur le thème gestion et conception écologique des espaces de nature en ville. Et en fin de présentation, je présenterai le label Éco-Jardin assez rapidement, qui est un outil qui peut permettre d'accompagner les gestionnaires vers la mise en place d'une gestion écologique. Alors avant de passer la parole, je vais faire un petit rappel du déroulement. Donc nous allons être ensemble pendant 1 heure. Nous allons avoir 30 à 40 minutes d'intervention qui seront suivies d'un temps d'échange. Durant la présentation, vous pouvez poser vos questions via le chat. Selon les sujets, nous essaierons avec mes collègues Ludovic Provost, avec Gilles Lecuir également et Marianne Edon de vous apporter une réponse directement par écrit, ou bien nous reprendrons vos questions à l'issue du temps de présentation pour un échange avec les intervenants. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez accéder au replay qui sera disponible quelques jours après le déroulement de ce webinaire. Les présentations des intervenants seront aussi mises à disposition sur le site internet www.capital-biodiversité.fr. Il est 11h03, donc je vous propose que nous commencions la première présentation avec l'intervention de Gilles Lecuir. Bonjour, ma présentation arrive. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous brosser un panorama non exhaustive, partielle et partiale, si néanmoins celle-ci s'affiche. Est-ce que Aurore peut me confirmer que vous voyez ma présentation? Non. Bien. Pourquoi? Écoute, si tu veux, je peux faire Tu me sauves. Je vais pouvoir. Ah, ça y est, on la voit. Très bien. Alors, donc je vais vous faire un court panorama que nous avons identifié au cours effectivement des 10 années qui viennent de s'écouler. Cette construction partielle
d'action. Et je vais essayer de commencer si j'y arrive. Ça ne fonctionne pas pour moi. Alors, voilà, je te propose voilà, de reprendre la présentation. Et donc, je passerai tes diapositives. Du coup, je te laisse commencer. Parfait. Donc, je voudrais vous montrer comment aussi, vous rappeler comment on est passé de la gestion différenciée à ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion écologique, en commençant par cette jolie image de Rennes. Pour rappel, dans les années 80, on a commencé à parler et à agir sur la gestion écologique et paysagère à Orléans, la gestion plus naturelle à Rennes dans les années 80, à la fin des années 80, le jardin en mouvement avec Gilles Clément, à Paris notamment. Dans les années 90, la gestion harmonique dans les parcs de Seine-Saint-Denis. Et puis en 94, un colloque gestion différenciée par les collectivités à Strasbourg, jusqu'à aboutir en 2012 au label Éco-Jardin, dont Aurore Miquan vous parlera plus tard. On observe une transition d'une manière générale de secteurs gérés différemment en fonction d'une classe, d'une typologie de type d'espace, des plus articoles aux plus naturels. Et aujourd'hui, en 2020, on voit de plus en plus finalement une gestion beaucoup plus fine, à façon, où le travail des jardiniers devient plus une mise en valeur, une mise en scène du paysage, y compris le paysage spontané non planté. On en voit ici un exemple à Rennes où une partie simplement de la strate herbacée est fauchée le long du cheminement et l'autre laissée en libre évolution. Diapo suivante. Dans d'autres, toujours en Ille-et-Vilaine, à Saint-Lunaire, voilà. On a une évolution maintenant aussi vers une gestion frugale, aussi pour des questions d'économie, mais aussi pour permettre l'expression de la flore spontanée. Ici, vous êtes dans le parc de l'église. Saint-Lunaire est une petite ville balnéaire près de Saint-Malo, et un tiers environ du parc public a été désormais réservé, clos par des ganivelles, et il est fauché seulement une fois tous les 3 ans pour avoir un respect du cycle de vie large, y compris de la flore bisannuelle. On voit aussi au premier plan un tas de sable pour permettre aux abeilles sauvages qui nichent dans le sol nu de pouvoir trouver un espace de nidification. Un peu plus loin, un tas de branchages pour l'accueil des hérissons. Et sur la rue aussi, à Saint-Lunaire, évidemment, aucun traitement pesticide, même ceux autorisés par la loi. Je rappelle au passage que laver les rues à l'eau de Javel en période d'épidémie n'est pas une bonne idée et que c'est déconseillé par les autorités. Mais à Saint-Lunaire, on a aussi formé les agents de la propreté urbaine à la reconnaissance de 5 plantes à fleurs locales qu'ils préservent lors de l'entretien des trottoirs et qui participent au fleurissement via une gestion de la flore spontanée de la ville. Diapo suivante. Évidemment, cette gestion écologique s'est étendue aux espaces dits à contrainte. Voici une photo du cimetière des Gonards à Versailles, une des villes pionnières sur la gestion écologique des cimetières. Évidemment, contrainte parce que dans la flore spontanée, dans des lieux qui évidemment sont des lieux destinés à l'exercice du deuil, lors des obsèques comme lors du retour sur la visite de la tombe d'un défunt plus tard, eh bien, la flore spontanée évoque le sentiment d'abandon, et donc il y a là une contrainte psychologique supplémentaire. De nombreuses collectivités vont bien au-delà des obligations légales, avec évidemment le zéro usage d'herbicides, pour certaines du désherbage alternatif, mais pour beaucoup aujourd'hui de la végétalisation et une acceptation de la flore spontanée. Là encore, on voit au premier plan que l'acceptation de la flore spontanée ne signifie pas absence de gestion, mais plutôt mise en scène de la gestion de manière à gommer ce sentiment éventuel d'absence d'entretien.
Les cimetières sont aussi des lieux à faible activité humaine par nature et nous sommes un grand nombre à nous interroger sur leur rôle éventuel de réservoir de biodiversité urbaine complémentaire à celui des grands parcs et des friches. Et une étude en Île-de-France va commencer en 2020 sur 45 cimetières pour mesurer l'évolution de la flore, des mammifères, des pollinisateurs en utilisant des protocoles de sciences participatives, un sujet que nous aborderons plus avant lors de notre prochain webinaire, le 5 mai, sur biodiversité et citoyenneté. Diapo suivante. La gestion écologique, c'est aussi prendre en compte la flore et la faune dans le bâti. La flore des murailles, les chauves-souris, les oiseaux utilisent le bâti, ancien comme récent, qui a de nombreux êtres vivants. Ici, à Lille, on fait un travail fin de connaissance, de suivi, mais aussi de prise en compte et d'amélioration de cette capacité d'accueil du vivant dans les travaux de rénovation. Vous voyez une photo de l'intérieur d'un clocher d'une église où, au moment de la rénovation, en coordination avec le service bâtiment, l'architecte des bâtiments de France et les entreprises prestataires, on fait en sorte de pouvoir mieux accueillir les martinets, les chauves-souris et en même temps de ne pas laisser nicher des oiseaux qu'on désire moins, par exemple les pigeons. Diapo suivante. La gestion écologique, c'est aussi la gestion des dépendances vertes d'infrastructures, notamment les bords de routes et de rues. Et ici, c'est une image de la communauté de communes de Couesnon-Marche de Bretagne. Vous voyez que les bas-côtés font l'objet d'une gestion qui est moins intensive qu'il ne peut l'être parfois, et puis une gestion qui peut être adaptée, d'abord en utilisant des outils de fauche plutôt que de girobroyage, qui sont beaucoup moins impactants sur les insectes notamment, et puis une gestion qui est limitée à la bande de sécurité et qui ne s'étend pas à l'ensemble du talus qui peut border une route. Enfin, ici à Couesnon, on exporte la matière fauchée et on la valorise. Alors cette valorisation à Couesnon a lieu sous forme de participation à de la méthanisation, mais évidemment, elle peut être valorisée au moins dans une filière de compost des déchets verts. Diapo suivante. Les collectivités peuvent aussi agir en milieu agricole. Je vous emmène ici à la métropole Rouen-Normandie, qui travaille avec les agriculteurs pour préserver à la fois la ressource en eau potable, avec une culture de céréales zéro intrant, mais aussi à la préservation des plantes sauvages qui sont liées aux moissons depuis plus de 8000 ans maintenant, et qui sont en danger du fait de l'intensification de nos pratiques agricoles. Donc ce programme de préservation des plantes messicoles est mené avec le conservateur botanique local. Diapo suivante. À l'Axou, dans le Grand Est, un exemple de lutte contre les proliférations qui peuvent nous gêner de plantes non désirées, qu'elles soient exotiques ou locales. Et ici, c'est un très bon exemple de la manière dont des collectivités s'associent à des associations, à des universités, au secteur de la recherche, sous la forme d'un consortium. C'est le programme de recherche SPIGEST, et qui travaille sur la gestion de la renouée du Japon, à la fois avec des actions de restauration des milieux, et puis via des actions curatives en utilisant le pâturage ovin et caprin. Alors, le pâturage, c'est aussi évidemment un moyen de gestion des pelouses et des landes, qui sont des milieux à enjeu fort pour la flore protégée. Autre moyen de lutte contre les proliférations, ce qu'on appelle la gestion intégrée. Ici, à Saint-Martin-d'Hers, vous voyez la pose de nichoirs à oiseaux, mais il y a aussi un travail sur les gîtes à chiroptères. En gros, l'idée du travail mené en partenariat avec la LPO, c'est de favoriser la présence de prédateurs insectivores pour limiter celle de moustiques vecteurs de la maladie, en l'occurrence le moustique tigre. Alors c'est un très bon exemple de solution fondée sur la nature qui participe à résoudre un problème de santé publique. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen. Il faut commencer par la prévention en évitant de laisser des flaques d'eau et des endroits où les moustiques peuvent se multiplier. Ces endroits qui ne sont pas les milieux naturels humides, mais bien des milieux de type coupelle ou gouttière. Diapo suivante.
Évidemment, la restauration et la gestion des berges des rivières est un autre élément essentiel dans l'action des collectivités, désormais souvent au niveau intercommunal via la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ici, je vous emmène à Metz pour la restauration et la renaturation de la Seille. Là encore, nous parlerons plus avant de ces thèmes de eau et biodiversité le mardi 19 mai lors de notre webinaire consacré à ce sujet. Il est important de se mettre dans la relativement nouvelle dynamique depuis le début du XXIe siècle, que la rivière est un milieu vivant et qu'il faut préserver et restaurer son fonctionnement, à la fois longitudinal en levant les obstacles à l'écoulement, et puis latéral en respectant la ripisylve, la flore des berges, et les zones d'expansion des crues de la rivière. Diapo suivante. Je vous emmène désormais pour vous donner envie d'une libération que l'on espère toute prochaine et donner un aperçu de ce qu'on espère pouvoir faire cet été. Nous sommes aux Porges, la plage la plus proche de la métropole de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Et ici, il y a un travail de longue haleine mené par la commune, mais aussi par le Conservatoire du littoral et l'Office national des forêts, pour protéger les dunes et avoir une gestion écologique de la plage. D'abord en limitant le piétinement des dunes, ici avec du grépin qui est collecté juste en arrière dune sur les espaces de parking. Ce sont des aiguilles de pin et qui permettent de protéger la dune du piétinement. Et puis enfin en maintenant la laisse de mer, ce que la mer apporte à chaque marée, qui est un milieu extrêmement important pour la faune de la plage. Enfin, aux Porges, on est sur une plage sans déchets et qui notamment, depuis plusieurs années, est une plage sans poubelle et ça fonctionne. On emporte avec soi les déchets qu'on a pu amener et produire. Enfin, dernier rayon de soleil grâce à nos amis guadeloupéens, à Morne-à-l'Eau. Ici, un exemple de restauration du littoral avec la suppression d'une route, d'une voirie qui arrivait jusqu'au bord de la mer et donc la désimperméabilisation et la restauration du sol, la plantation de palétuviers sur certaines sections et puis l'installation d'un platelage pour pouvoir se promener dans la mangrove voisine et avoir une meilleure compréhension de ces milieux. C'est une amélioration qualitative, esthétique, mais aussi une préservation de milieux naturels essentiels. Ça participe aussi du recul stratégique des activités et des infrastructures face aux risques liés au changement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation du risque de houle cyclonique. Là encore, c'est un travail de la collectivité, mais avec l'ensemble de ses partenaires, dont la région Guadeloupe, le Conservatoire du littoral ou encore le Parc national de la Guadeloupe. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Merci Gilles pour cette intervention. Nous allons passer la parole à Samuel Lelièvre qui va pouvoir faire une présentation sur le retour d'expérience de la ville de Besançon en termes de gestion écologique. Donc Samuel, tu peux partager ton écran. Et Gilles, je profite pour dire que ton son est un petit peu haché, donc je t'invite à te connecter par téléphone pour poursuivre les échanges lors de la session d'échange de tout à l'heure. Merci. Samuel, je t'en prie, c'est à toi. Il faut que tu... Oui, c'est bon, merci. J'ai cliqué sur le bouton. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. 15 minutes pour moi pour vous présenter différentes actions menées par la ville de Besançon autour de la gestion forestière, de la prise en compte des pollinisateurs et puis d'une interrogation. Je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Et d'une interrogation sur l'après-confinement en matière de gestion des espaces verts. Alors, Aurore, pourquoi je n'arrive pas à passer à la diapo d'après? Normalement, si tu es sur ta présentation, tu dois pouvoir utiliser ton clavier, enfin
les éléments d'habitude. Oui, alors je suis passé en mode plein écran, mais je reste bloqué sur la première page. Eh Pourquoi? bien, dans ce cas-là, je propose, je vais faire comme pour Gilles, je Vous m'avez vais dit là, reprendre la la présentation main. et puis je vais pouvoir passer, passer les diapos qui te concernent. Donc voilà, on va fonctionner comme ça. Donc le Merci. retour d'expérience de la ville de Besançon, capitale française de la biodiversité en 2018. Alors, juste première diapo, une petite présentation très rapide de l'organigramme de la direction. 142 agents répartis en 4 principaux services. Un service d'études et d'environnement très transversal dédié à l'ensemble des compétences et des projets de la direction, notamment avec des chargés de mission en trame verte et bleue, en faune, flore, biodiversité par exemple, ou les paysagistes. Et puis 3 services dédiés à la gestion des espaces, un service dédié à la gestion des forêts et des boisements urbains, dont je parlerai plus largement ensuite, constitué d'une chef de service, de 2 techniciens forestiers et puis d'une régie composée de 7 bûcherons sylviculteurs. Un service dédié à la gestion des espaces sportifs et puis le gros des troupes, le service gestion des espaces verts et de nature, constitué d'une centaine de personnes, dont 90 jardiniers en régie. Voilà. Sur la diapo suivante, très rapidement, la répartition des espaces que nous avons en propriété en gestion sur la commune. Donc, un territoire communal qui fait 6 000 hectares et sur ces 6 000 hectares, on en a un tiers constitué de forêts communales. Et puis, vous voyez la répartition suivante, qui nous amène du coup un total de 1 445 hectares en gestion, pour l'essentiel en région, gérée par la régie. Alors, sur le premier sujet, sur la gestion de nos massifs forestiers, qui donc constitue un enjeu important à l'échelle de la ville, nous sommes arrivés à une époque de renouvellement de l'aménagement forestier. Nous travaillons avec l'Office national des forêts, puisque nos massifs relèvent du régime forestier. Vous voyez ici, et je m'y attarderai pas trop, la présentation vous sera disponible ensuite, quelques chiffres clés sur les principaux piliers et socles de la forêt, hein, sur 2035 hectares, avec 1600 hectares d'un seul tenant sur le massif de Chaillu, une forêt très fréquentée puisqu'on est en situation périurbaine, avec de nombreux accueils de scolaires. Je parlerai très rapidement de notre structure d'éducation à l'environnement. Et puis un budget annexe, hein, 600 000 € en investissement et en fonctionnement sur le budget annexe forêt. Donc voilà, vous avez ici en vert les différents massifs forestiers. Jusqu'à présent, chacun faisait l'objet d'un aménagement forestier, d'un document cadre, et il a été décidé de fusionner au moment du renouvellement de ces aménagements, de fusionner les 3 aménagements forestiers en un seul. Et donc, c'est l'action que nous conduisons actuellement. La démarche que nous avons mise en place est plutôt innovante pour une commune, en tout cas. Nous avons mis en place à l'automne 2018 une démarche que nous avons appelée Besançon naturellement forestière, qui a consisté en la concertation, la co-construction et coproduction de l'avenir de notre forêt, des 20 ans à venir, avec tous les usagers de la forêt. Quand je dis tous les usagers de la forêt, ce sont les professionnels de la filière bois, les gestionnaires évidemment, les associations de protection de la nature, les chasseurs, les riverains, les sportifs, les centres équestres, bref, tous ceux qui de près ou de loin étaient intéressés par ce qui se passait dans la forêt. De cette démarche, nous en avons sorti un document d'objectifs, document de cadrage que nous avons remis à l'Office national des forêts au printemps 2019, et qui a servi finalement de base à l'ONF pour commencer à travailler son aménagement forestier. Pendant le premier semestre 2019, l'ONF a réalisé un état des lieux et et nous a demandé de redéfinir plus précisément nos attentes à partir des documents existants, et on a commencé le travail de proposition d'orientation de gestion à l'hiver dernier, et on est arrivé aujourd'hui dans la préparation de la future délibération qui permettra de valider cet aménagement forestier.
Alors, qu'est-ce que cet aménagement forestier futur a comme intérêt? Donc, c'est les diapos suivantes. Donc, voilà un petit article qui résume rapidement la démarche citoyenne qu'on avait mis en place autour du document d'objectif, et juste préciser que à l'issue de cette démarche, nous avons créé un conseil de la forêt qu'on pourrait assimiler à une espèce de comité de suivi d'une réserve naturelle, par exemple, et comité auprès duquel on nous présentons l'ensemble des sujets qui vont être portés et qui s'autosaisit lui aussi, un peu comme le Césaire, d'un certain nombre de sujets qu'ils ont envie de traiter, et nous travaillons comme ça étroitement ensemble. Une explication et illustration du document d'objectif, là par exemple sur l'objectif paysage et patrimoine, avec des objectifs identifiés par la ville et ou le conseil de la forêt, des priorités et des échéances de mise en application. Diapo suivante. Alors, dans l'entretemps, nous est arrivé en 2018 et 2019 deux sécheresses successives qui ont fortement mis à mal nos massifs forestiers et notamment nos peuplements de hêtres qui ont énormément souffert sur certains secteurs de la commune. Plus de 50% des hêtres sont morts et ont dû être en partie abattus durant l'hiver dernier. Donc, ce qui a grandement bouleversé notre réflexion menée sur l'aménagement forestier et sur le fait et objectif final finalement de définir un aménagement pour une future forêt résiliente. Donc, le travail a ensuite consisté à définir des niveaux d'engagement souhaités par enjeu et par bloc, anciennement série d'aménagement forestier. Donc, vous voyez les différents blocs de couleurs qui constituent des zones homogènes de peuplement sylvicole, au sein desquels nous avons défini des enjeux de production, de paysage, d'accueil du public et d'écologie. Diapo suivante. Un certain nombre de cartes ont été dressées par l'Office national des forêts, comme ici la carte des essences forestières. Donc on voit bien en rouge dans le quart nord-est près de 200 hectares de surface de résineux. Carte des stations forestières où on a pu du coup identifier clairement et corréler avec les problèmes de sécheresse et de mortalité des hêtres ou des résineux, par exemple scolités. Diapo suivante. Donc, carte des essences forestières, carte des profondeurs de sol prospectables, carte et autres cartes d'analyse. Les premières je vous présente simplement les trois principales propositions phares de cet aménagement forestier. Le premier pour créer finalement une forêt résiliente, c'est la mise en libre évolution de près de 20% de la surface totale de nos massifs, à savoir 379 hectares, sur l'ensemble des massifs forestiers, en conservant un nombre assez ambitieux d'arbres morts sur pied ou d'arbres morts au sol. Et du coup, ça constitue une espèce de réseau d'îlots de sénescence, et on les a essentiellement positionnés sur des secteurs qui étaient assez peu exploitables et productifs, en considérant que les investissements auraient été beaucoup trop importants si on avait souhaité continuer à exploiter ces secteurs. Deuxième axe visant à une résilience accrue de la forêt, le renouvellement massif et ambitieux et volontaire de la forêt sur les 20 prochaines années, puisque nous tenterons de renouveler 276 hectares, soit près de 10% de la surface globale de la forêt, en considérant qu'une forêt plus jeune est globalement plus résiliente qu'une forêt plus âgée. Diapo suivante. Et troisième axe, celui du choix des essences objectives principales, des essences d'accompagnement et des essences non adaptées. Donc, nous avons fait un trait sur le hêtre et sur les résineux, sauf liés à la régénération naturelle, pour privilégier le chêne Cécile, et des feuilles nobles qu'on avait assez peu l'occasion de valoriser jusqu'à présent, érable, tilleul à grande feuille, alisier terminal, orme, et pour globalement tenter d'aller vers des mélanges de feuillus diversifiés et de voir ce qui se passera à l'échelle des 20 années. Voilà pour les trois principaux axes qui nous ont
qui nous ont guidés pendant cet aménagement. Dernier élément très très rapide, je le précisais tout à l'heure, nous avons une structure d'éducation à l'environnement qui s'appelle la Petite École dans la Forêt et qui accueille globalement près de 3000 scolaires et autres visiteurs chaque année, structure qui nous permet de mener nos actions pédagogiques. Sur les pollinisateurs, vous le savez probablement, mais la ville de Besançon est très orientée, très axée sur ces questions-là. Le zéro phyto, j'y reviens pas, ça fait très longtemps, plus d'une dizaine d'années qu'on y est passé. Nous avons ensuite réalisé en 2018, donc c'est les diapos suivantes, Aurore. Nous avons organisé en 2018 les premières assises nationales des pollinisateurs qui ont regroupé un certain nombre de scientifiques, de gestionnaires de France et d'Europe voisine, de Belgique et de Suisse, suivi de journées pour le grand public. C'est la diapo suivante. Voilà. Avec différents partenaires qui nous avaient accompagnés. Diapo suivante. La mise en place de façon pédagogique, là aussi, hein, d'hôtels à insectes de grande taille qui ont parsemé la ville, accompagnés de panneaux pédagogiques pour expliquer au grand public nos actions. Ici, quelques spirales à insectes plantées avec des herbes aromatiques dans des substrats très sableux. Diapo suivante. La mise en place d'une démarche très expérimentale et encore artisanale de collecte d'espèces indigènes, mise en culture ici sous forme de bande culturale au centre de production horticole et qui nous servent ensuite à réimplanter, à réensemencer nos différents massifs ou zones fleuries de la ville. Les démarches pédagogiques avec différents partenaires qui nous ont permis de mettre en place une exposition temporaire sur les pollinisateurs dans la ville. Et puis, c'est la diapo suivante, tout un tas d'événements et de manifestations, de conférences, de visites guidées sur cette thématique des pollinisateurs. Ça, c'était en 2018. En 2019, nous avons accompagné l'organisation des deuxièmes assises nationales des pollinisateurs, c'était à Lyon, qui ont groupé plus de personnes encore et qui nous ont permis tous ensemble de mettre en place des écrits, de produire un certain nombre de documents visant à engager l'ensemble des acteurs dans cette préservation des pollinisateurs. Diapo suivante. En parallèle, et ça c'est à destination de l'ensemble des agents de la direction, la mise en place d'un plan de formation biodiversité. On a fait appel à l'association Arthropologia. Et là, le socle est plutôt tourne autour de la prise en compte des insectes pollinisateurs et l'ensemble des agents sur 3 années seront formés sur ces questions-là. Dernier point qui est important pour nous et qui est essentiel, c'est celui de la recherche, des partenariats avec le monde de la recherche, où là nous travaillons avec le groupe de recherche Pollineco, sous bannière CNRS, et puis avec l'Institut écologique et environnemental de l'Université de Paris Diderot, avec un projet de thèse de doctorat qui viserait à tester l'hypothèse qu'il existe des syndromes de pollinisation urbain, de mettre en place des plantes pollinomètres pour suivre les succès de reproduction et de les comparer entre les différentes villes et agglomérations du réseau, et puis d'essayer de dresser un portrait robot des pratiques de gestion et de la physionomie générale d'une ville idéale pour la pollinisation. Alors, je ne l'ai pas dit, on a mis en place à côté un certain nombre de suivis type Spipol, Florilège, Propage, que nos jardiniers réalisent pour alimenter nos bases de données. Dernier point sur les 2 dernières minutes de présentation qui me restent, si je ne me suis pas trompé dans le décompte, c'est plutôt une question plus qu'une illustration de ce qu'on fait, mais comment allons-nous reprendre les opérations de gestion des espaces verts après le confinement ? J'ai illustré ça avec cette très belle affiche des rendez-vous nature de 2019 où je trouvais que cette végétation et cette faune luxuriante dans nos espaces verts est en réalité plutôt celle qu'on observe actuellement pour ceux qui ont la chance d'avoir l'autorisation d'aller se rendre dans les espaces verts et les espaces naturels. Et la question que je me suis posée, c'est faut-il à partir du 11 mai ou selon les règles qui nous seront imposées, reprendre immédiatement ou pas là où on en était arrêté?
nos plans de gestion, quand bien même il s'agisse de plans de gestion différenciés. Pour notre part, nous allons d'abord passer par un diagnostic de l'état des espaces verts, des inventaires botaniques sommaires, notamment sur quelques espèces intéressantes, comme les orchidées par exemple, ou d'autres plantes à fleurs. L'état de la végétation, sans stress hydrique. Ici, à Besançon, il n'a pas plu depuis près d'un mois, donc ça pousse assez peu. Des densités de pollinisateurs et être capable, au final, d'un peu mieux voir dans quel état sont nos espaces et de définir si, oui ou non, il convient de retarder des tontes, de les reprendre, de passer sur des fauches tardives et qui sait, peut-être de modifier fondamentalement la prise en compte de nos strates herbacées. Sur la dernière diapo, quelques photos, mais finalement qui illustrent assez peu ce à quoi ça ressemblera encore dans 3 semaines. Voilà, c'est des photos qui ont été prises le week-end dernier. Donc une végétation qui est de loin pas problématique à ce stade-là, mais qui a relativement peu poussé, je le reprécise, puisque une absence de pluviométrie depuis un mois, qui nous augure d'ailleurs une sécheresse printanière problématique. Et puis, alors ça dépend pas de la direction des espaces verts pour le coup, mais des développements de flore spontanée, de sauvage des rues sur les pieds de mur dans les trottoirs, ça dépend de mes collègues de la voirie propreté, et avec un certain nombre d'espèces qui sont soit en fleurs, soit qui se préparent à fleurir. La question, là aussi, c'est faudra-t-il immédiatement ressortir les débroussailleuses et les désherbeurs thermiques pour remettre à nu, propre, la ville. Moi, vous l'aurez compris et vous aurez deviné mon approche et ma réponse, mais c'est plutôt une interrogation que je voulais porter là, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos propositions et vos interrogations également. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Samuel pour cette présentation. Je vais terminer ce petit tour de table avec la présentation d'un outil pour la gestion écologique qui est le référentiel et le label Éco-Jardin. Donc, c'est vous dire tout d'abord que c'est un projet qui a été financé, la mise en place du référentiel par l'OFB dans le cadre du plan éco-phyto porté par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, c'est un projet qui date des années 2010 et qui aujourd'hui vit par une animation de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et qui est propriété de Plantécité. Donc l'origine du projet, c'était de pouvoir élaborer des références techniques sur la gestion écologique. J'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat sur la différence entre gestion écologique et gestion différenciée. Donc effectivement, il y a des nuances dans l'idée de pouvoir faire une gestion qui soit favorable à la biodiversité quand la gestion différenciée est arrivée dans les années 70, plutôt comme une gestion qui permettait de prendre en compte les différents usages des sites et leur qualité paysagère pour endiguer aussi l'augmentation des quantités de gestion des surfaces à gérer par rapport à une quantité de personnel qui n'augmentait pas. Elle a déjà, la gestion différenciée, pris en compte des éléments prenant en compte la biodiversité. La gestion écologique va encore plus loin pour favoriser vraiment la diversité des écosystèmes. Donc, il s'agissait de pouvoir produire ces références, aussi produire un outil de reconnaissance et de communication pour la filière, pour mettre en valeur le travail des jardiniers, et pouvoir faire connaître et faire comprendre aux usagers qui voyaient les paysages des espaces verts changer, les raisons de ces changements. Donc c'est une étude qui s'est conduite sous la houlette de Plantécité avec un partenariat national de maîtrise d'ouvrages publics et privés, des réseaux professionnels, et qui aujourd'hui fonctionne avec une gouvernance partagée basée sur des instances qui rassemblent des experts et toutes les parties prenantes, ainsi qu'une reconnaissance par le plan biodiversité. Le projet Éco-Jardin a conduit à la mise en place de 2 outils. D'un côté, le référentiel de gestion écologique des espaces verts et d'un autre côté, un système de labellisation qui s'appelle donc le label Éco-Jardin. Concernant le référentiel, c'est un guide technique qui décrit dans les 7 domaines de gestion identifiés les méthodes et moyens
pour pouvoir mettre en œuvre les pratiques de gestion écologique et progresser. S'il n'y avait qu'une idée à retenir, c'est de mieux connaître le patrimoine qui existe, d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité, des sols, de la faune, de la flore, des ressources qui sont à disposition pour pouvoir ensuite agir afin de favoriser cette biodiversité. En complément de recommandations qui s'appliquent à tout type d'espace, le référentiel présente des annexes qui décrivent les pratiques spécifiques à certains types d'espaces, comme le sont les cimetières par exemple ou les établissements de formation, et présente des grilles d'auto-évaluation qui permettent aux gestionnaires de faire un état des lieux de ces pratiques et de pouvoir se projeter sur des questions pour progresser. Le référentiel détaille plus d'une centaine de critères, dont une dizaine de critères essentiels qui sont répartis sur 4 des 7 domaines que je vous ai présentés juste avant et qui permettent de constituer le socle de la gestion écologique. Donc, on s'intéresse bien entendu au sol, à l'eau, à la faune et à la flore, et bien évidemment à la formation, puisque la gestion écologique nécessite l'acquisition de nouvelles compétences par les jardiniers. Ce référentiel est associé à un label qui est basé sur une démarche d'amélioration continue. Donc le label est valable pour 3 ans, puis après le premier renouvellement, tous les 5 ans, il passe par un audit qui fait intervenir une expertise extérieure indépendante qui a des compétences en écologie et paysage et qui permet de faire le bilan des pratiques réalisées avec les jardiniers qui entretiennent le site et de donner à la collectivité, aux gestionnaires privés ou publics qui s'engagent, des préconisations d'amélioration des pratiques qui sont personnalisées et qui permettent d'améliorer la gestion qui peut être réalisée. Il est attribué par un comité de labellisation pluraliste, c'est ce que je mentionnais au départ, et s'adresse à tout type de site. Vous en voyez un panorama, donc des sites publics ou privés, des établissements d'enseignement, comme des parcs et jardins, comme des cimetières, comme des sites de bailleurs ou des lieux d'entreprise, voire des espaces naturels. Il y a plus de 500 sites labellisés qui représentent plus de 100 km² partout en France. Et l'entrée dans le label, c'est aussi la mise en réseau de gestionnaires qui se retrouvent pour des rencontres annuelles de partage d'expériences. Pour terminer cette présentation, je voulais vous parler des ressources qui existent à disposition et qui sont sur le site internet du label, www.label-ecojardin.fr, sur lequel vous pouvez retrouver des ressources qui sont très proches du label. Donc, pour se lancer dans la labellisation, et je mentionnerai notamment le manuel du candidat écojardin qui décrit tout ce que vous devez respecter et les bonnes questions à vous poser quand vous envisagez une candidature, et puis largement sur la gestion écologique des ressources, sur la conception, la gestion par prestation aussi, et des vidéos de témoignages, d'idées reçues et d'accueil de la biodiversité en ville. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la présentation assez succincte du label Écojardin. Je vous laisse avec les contacts de Jonathan Flandin de l'ARB en Ile-de-France et les miennes, que vous pouvez, donc vous pouvez nous contacter si vous voulez en savoir plus sur ce document. Et je vous propose, sans plus tarder, de passer par un temps d'échange pour poser quelques petites questions. Alors, j'avais remarqué plusieurs questions. Peut-être une première à l'attention de Samuel que j'avais notée. Quels sont les matériels que vous utilisez pour la récolte de fleurs sauvages? On utilise les mains pour l'essentiel. Donc c'est pour ça que je parlais c'est très artisanal, hein, c'est nos jardiniers du centre de production horticole qui font de la récolte manuelle. On peut utiliser, mais c'est pas évident, la tondeuse pour faucher les bandes culturales.
Et puis, mais ça nécessite après de supprimer toutes les impuretés, de tamiser. Donc, il y a un gros temps de préparation des graines entre la récolte et puis la mise sous sachet pour la conservation. Donc, c'est un travail qui est manuel et qui est très fastidieux finalement. C'est pour ça qu'on le fait assez peu encore, et ou juste pour nos besoins. Donc ensuite, plusieurs aussi petites questions. Donc une question, on va parler peut-être d'abord de la gestion écologique globale. Donc toujours à Besançon, comment perçoivent les habitants la gestion écologique des espaces que vous avez mis en œuvre? Est-ce qu'ils sont plutôt favorables ou non? Et puis, une deuxième question sur la partie formation. Alors, quelles sont les motivations, les réactions des agents? Quels sont les formats et les contenus que vous privilégiez? Voilà, quel bilan vous faites un peu de ce travail de formation que vous avez mis en place? Sur la perception des habitants, c'est jamais évident en réalité de savoir, puisque bien souvent les retours qu'on a sont plutôt les retours des gens qui se plaignent. On a rarement le retour, mais je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, on a rarement le retour de ceux qui sont contents. On en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Les plaintes sont toujours du même type, hein, ça fait sale, c'est pas propre, ça déborde, je suis allergique, etc. Bon. Nonobstant ces éléments-là, notre élu et la volonté politique est de continuer à avancer sur ces sujets et de montrer l'exemple et d'illustrer par nos actions les obligations qui sont les nôtres en réalité de changement des modes de gestion de nos espaces. Donc, sauf à faire une enquête, ce qu'on n'a pas encore réalisé à l'échelle de la ville tout entière pour savoir quelle était la perception et avoir des statistiques un peu plus intéressantes, on avance sur la base de nos croyances, de nos compétences et de la volonté politique qui nous guide. Voilà. C'est le premier point sur la perception. Le deuxième sur la formation. Alors la formation, c'est un mélange alors d'une part dire que avec Arthropologia, son directeur Hugues Mouret, on a là affaire à quelqu'un qui est d'une pédagogie et qui a une capacité à illustrer et une connaissance énorme de la biodiversité, notamment des insectes, ce qui du coup amène beaucoup de crédibilité et d'échange avec les agents. On est parti sur deux sessions. Une session de 3 jours en mai, puis une session de 2 jours en septembre avec les mêmes groupes, ce qui permet de reprendre plusieurs mois après des éléments qui auraient été vus quelques mois avant, de mettre en application et puis de refaire le point avec les agents. Et donc, on a un mix formation en salle, là aussi la plus pédagogique est possible, et puis formation sur le terrain pour aller pratiquer l'inventaire notamment de l'entomofaune. Donc quelque chose qui va bien, qui correspond vraiment aux attentes des agents. Et là, pour le coup, la grande majorité des retours des agents ont été vraiment emballés par les formations qu'on a pu mettre en place, en lien avec le CNFPT, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est des formations qu'on a entièrement créées pour notre besoin. On n'est pas allé chercher dans des catalogues de formations existantes. On l'a entièrement constitué par rapport à nos besoins. Merci. Alors, il y a eu toute une série de questions sur la forêt. Tout d'abord, une question sur la mise en place. Est-ce que vous pourriez détailler la méthodologie qui a été utilisée pour le travail sur la forêt de Besançon? Donc ça, peut-être plutôt que d'y répondre vu le temps qui reste, est-ce qu'il existe un document qu'il serait possible de diffuser auprès des participants et qu'on pourrait mettre comme ressource qui présente un petit peu ce travail de méthodo? Oui, on peut faire ça, oui, pas de problème. Très bien. Alors, on fera ça. Et donc ensuite, plusieurs questions. Pourquoi une forêt jeune serait-elle plus résiliente qu'une forêt ancienne? Première question. Deuxième question, quelle est la meilleure échelle pour la gestion d'une forêt urbaine?
Et troisième question, est-ce que vous avez un suivi spécifique sur le frêne et la calarose du frêne qui est une problématique sanitaire en ce moment? Alors sur la première question, sur les niveaux de résilience en fonction de l'âge des forêts et des parcelles, ce qu'on a constaté, c'est que les grandes mortalités de hêtres qu'on a constatées sont des hêtres qui font entre plus de 80 cm de diamètre. Donc on est vraiment sur les plus vieux boisements, 80 et au-delà, 100, 120 de diamètre. Et donc, ces plus vieux boisements sont les boisements qui ont le plus souffert de la sécheresse. Alors, préciser aussi qu'on est sur des sols karstiques, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions en France, donc avec aucune ou très très peu de réserves en eau, notamment sur le secteur de la côte. Et donc, les dépérissements de hêtres ont été les plus gros qui n'ont pas supporté 2 années de sécheresse successives. Et effectivement, les jeunes peuplements résistent mieux, en tout cas, à cette sécheresse. Donc l'idée, c'est pas non plus d'avoir une forêt qui est complètement jeune. On garde la mosaïque de milieu et les îlots de vieillissement, pour le coup, constitueront un réseau intéressant. Donc l'idée, c'est pas de raser tout pour schématiser et sur très peu d'années et d'avoir que du jeune taillis et du jeune recru, mais globalement de raccourcir un tout petit peu les périodes de régénération. C'est aussi le cas sur les résineux, puisque les résineux, là, on a je vais préciser, 200 hectares à récolter sur les 40 ans. Les résineux sont atteints par les scolytes. On n'est absolument pas sûr de pouvoir en tirer des recettes de vente de bois. Donc, on préfère raccourcir là aussi les rotations d'exploitation, les récolter maintenant quand on a une petite certitude de les avoir et puis de régénérer. Donc, globalement, on va aller vers une forêt plus jeune et a priori, puisqu'on beaucoup dans l'expérimentation, a priori beaucoup plus résistante et résiliente. Sur l'échelle de gestion de la forêt, difficile à dire. Difficile à dire. Je suis pas sûr qu'il y ait de règles en la matière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se limiter et se cantonner aux seules limites du massif, si tant est qu'il soit connecté à ce qui se passe à côté. C'est bien le massif tout entier, quand bien même il soit sur plusieurs communes, si on veut avoir des effets plus intéressants de la gestion qu'on va mettre en place. Une gestion résiliente sur 100 hectares aura forcément moins de sens que sur des massifs de plusieurs milliers d'hectares. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle en la matière. Et puis la troisième question que j'ai oubliée. C'était sur la calarose du frêne et est-ce qu'il y a un suivi spécifique? Est-ce que vous avez des informations sur cette situation? Enfin, le seul suivi qu'on ait fait, c'est un suivi par rapport aux aspects sécuritaires sur les bordures de sentiers. On a mobilisé le Conseil de la forêt en créant un petit groupe de travail sur ce sujet-là pour voir si on arrivait à identifier des semenciers résistants à la calarose, puisque tous les frênes ne sont pas atteints. Pour l'instant, on est plutôt sur un suivi de l'ordre de l'observation plus qu'autre chose. D'accord, merci. Donc, il y a une question sur les différents types de labels qui puissent exister et est-ce qu'il existe une étude comparative sur les avantages et inconvénients de chaque label? Donc ça, c'est une question plutôt par rapport au label éco-jardin. Donc, il existe plusieurs types de labellisation, de certification, enfin de démarches de valorisation, on pourrait dire, qui commencent par les chartes zéro pesticide, les chartes régionales d'engagement. On a le label Terre saine, commune sans pesticides, qui est vraiment focalisé sur l'utilisation des pesticides par les collectivités. Après, il y a des systèmes de labellisation plus globaux. Je pense que vous connaissez par exemple Ville et Villages Fleuris, qui sont plutôt sur les notions de cadre de vie. Il existe aussi des labels plutôt sur les questions environnementales. Donc, on peut avoir des labels comme Refuge LPO ou Jardin de Noé qui sont plus connus des particuliers, plutôt sous forme de charte, mais qui existent aussi sous une forme professionnelle avec un accompagnement des acteurs publics ou des acteurs privés pour la mise en place de suivi d'inventaire
et de pratiques favorables à la biodiversité. Bien entendu, éco-jardin. Il est difficile de faire un inventaire exhaustif parce que la dynamique des labels n'est pas toujours très connue. Certains émergent, d'autres disparaissent. Il y a des labels sur les arbres. Il y a le label EVE, espace végétalisé écologique, qui est porté par EcoCert. Pour les collectivités qui ont aussi des activités agricoles, le label agriculture biologique est bien entendu aussi une solution qu'il est possible d'explorer. Sur l'éco-pâturage, on a un dispositif aussi de labellisation qui s'appelle Animal et Cité. Voilà. Et il n'existe pas aujourd'hui d'études comparatives précises. Par contre, je pourrais mettre à disposition un travail de recensement qui date un petit peu, mais qui avait été conduit par Plantécité pour un colloque de l'AITF et du CNFPT qui s'est déroulé en 2014 et qui s'appelait « Les villes se font label », qui essayait de recenser justement différents types de labellisation qui peuvent exister, leurs implications selon les systèmes qui sont utilisés, d'engagement volontaire, d'audit extérieur par des professionnels, par un organisme certificateur. Donc, on a différentes choses. Je ne peux pas ne pas mentionner les labels aussi de production. Donc, il existe des labels de production durable comme par exemple Plante Bleue, de localisation comme Fleurs de France, aussi Végétal Local qui est un label spécifique à la production, à la traçabilité de végétaux d'origine génétique locale. Donc voilà, tout un florilège, mais je note la demande et ce serait peut-être intéressant qu'un jour on puisse produire une ressource sur ces sujets. Il y a une nouvelle question à l'attention de Samuel. Qui sera peut-être la dernière. Donc, comment les jardiniers de la ville font remonter leurs observations sur l'évolution de la biodiversité dans les espaces verts? Il y a plusieurs méthodes possibles. Le premier élément, c'est de dire que au sein de chaque équipe de jardiniers, on a un référent biodiversité qui est un peu la porte d'entrée biodiversité, et ce référent biodiversité est en lien direct avec notre chargé d'études faune flore biodiversité. Donc très régulièrement des formations sont organisées en interne entre cette chargée d'études et puis les référents biodiversité. Ça leur permet de tourner sur les différents espaces et de se poser des questions. Les sites éco-jardins sont des laboratoire finalement à ciel ouvert, donc qui nous permet là aussi de nous caler les uns les autres et puis de faire remonter ce qui se passe. Et le gros travail qu'on est en train de mettre en place, complètement abouti à ce stade, c'est la réalisation et la centralisation d'outils de suivi et d'indicateurs de gestion avec des communautés d'insectes, de fleurs ou d'animaux autres à suivre de façon à être capable de mesurer l'impact de notre gestion sur les milieux naturels. On a l'habitude de dire qu'on dispose d'un portefeuille d'outils de gestion. Parmi, certains ont été évoqués par Gilles tout à l'heure, hein, le pâturage extensif, la fauche, la tonte en est une. Et l'idée, c'est de définir évidemment nos objectifs de gestion en fonction des espèces présentes ou absentes ou celles à mener. Donc, des suivis à mettre en place avec des indicateurs assez facilement suivable, j'ai envie de dire, par les jardiniers. Et la formation des jardiniers sert grandement à ce qu'ils puissent intégrer ces notions-là et cette capacité de suivi au quotidien. Merci. Eh bien, je pense que ce sera la question de la fin. En effet, on arrive, il est 11h59, donc ce webinaire touche à sa fin. Je vous mentionne les prochaines dates de ce cycle de webinaires. Donc, le 5 mai, un webinaire sur biodiversité et citoyenneté. Et le 19 mai, un webinaire sur eau et biodiversité et le thème du concours 2021. Vous pouvez retrouver toute la programmation et les événements à venir sur le site www.capital-biodiversité.fr. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre participation également.
Je vous informe à nouveau que vous recevrez dans quelques jours le lien vers les présentations et le replay du webinaire. Et si nous n'avons pas répondu à certaines questions, nous le ferons à ce moment-là avec un retour par mail ou dans l'article qui sera dédié aux ressources. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir participé. À bientôt.